Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un petit village français qui, croyez-moi, cache une histoire absolument immense. On va voir comment un lieu, qui a tout de la carte postale parfaite de la Provence, est en fait un poids lourd culturel et historique. C'est assez surprenant. Regardez-moi cette image. Franchement, c'est la Provence comme on l'imagine, hein. Les platanes, le petit cours d'eau, super paisible. Mais ce lieu, le château du Tolonais, c'est bien plus qu'un joli décor. C'est pile ici que des artistes et des penseurs ont trouvé une inspiration qui allait littéralement changer la culture. Et c'est là tout le paradoxe de cet endroit. Comment un village aussi calme, aussi serein, a-t-il pu devenir un carrefour pour certains des plus grands esprits de leur époque? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti, on commence par le commencement. Dans cette première partie, on va se plonger dans la manière dont ce petit coin de Provence est devenu un véritable aimant pour les créatifs, transformant ces paysages en œuvres d'art que tout le monde connaît aujourd'hui. Et souvent, tout part d'un simple chemin. Ici, c'est la D17, mais on la connaît surtout sous le nom de route Cézanne. Il faut imaginer le peintre Paul Cézanne qui emprunte cette route encore et encore avec son chevalet sur le dos pour aller peindre la montagne Sainte-Victoire. Ce trajet quotidien est devenu une source d'inspiration tellement puissante que la route a été classée site pittoresque en 1959. Rien que ça. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que Cézanne était loin d'être le seul. Le Tolonais a attiré une sacrée brochette de talents. Son ami d'enfance, Émile Zola bien sûr, qui a même situé l'action d'un de ses romans ici, mais aussi le philosophe Merleau-Ponty, l'artiste surréaliste André Masson. Quand on regarde cette liste, on se rend compte que ce n'était pas juste un village, c'était un véritable épicentre intellectuel et artistique. Bon, maintenant, on va laisser de côté les chevalets et les manuscrits du 19e siècle pour un voyage encore plus loin dans le temps. Parce que l'histoire du Tolonais, elle ne commence pas avec les artistes, loin de là, ses racines, elles, plongent bien plus profondément, jusqu'à l'Antiquité. Cette frise, elle nous montre bien l'épaisseur incroyable de cet héritage. Suivez la ligne du temps. On a des traces d'occupation dès l'âge du fer. Ensuite, les Romains débarquent et construisent des infrastructures de dingue, comme la Via Aurelia et un aqueduc. On fait un bond jusqu'en 1470. Le château sort de terre. Et enfin, dans les années 1640, il est restauré par Alexandre de Galifet, qui lui donne l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. Chaque époque a laissé sa trace. Pour qu'on se rende bien compte du génie des Romains, il faut retenir ce chiffre. 80 litres par seconde. C'était le débit de l'aqueduc qui passait par le Tolonais. Pour donner une idée, c'est assez pour remplir une piscine olympique en même pas 9 heures. C'est un exploit technique qui a permis à la ville d'Aix-en-Provence de se développer il y a presque 2000 ans. Bon, après ce grand saut dans le passé, revenons au présent. À quoi ressemble la vie au Tolonais aujourd'hui et comment est-ce que cette communauté moderne vit avec un héritage aussi riche, aussi lourd? Ce graphique, il nous donne une photo assez intéressante de la sociologie du village. Regardez, la part des cadres et des chefs d'entreprise, 31%. C'est bien au-dessus de la moyenne nationale. Et à l'inverse, les catégories populaires sont moins présentes. Ça dessine le portrait d'une commune assez prisée, qui attire des professions à plus haut revenu, sans doute venues chercher un cadre de vie exceptionnel. Alors face à cette réalité, comment est-ce que la mairie voit l'avenir? Cette phrase du maire, Vincent Langui, résume bien le projet « Construire ensemble un Tolonais qui nous ressemble et nous rassemble ». L'enjeu, c'est donc de créer du lien, de la cohésion, au sein de cette communauté. En fait, le poids central de cette vision, c'est un équilibre super délicat. D'un côté, il faut préserver ce patrimoine exceptionnel, soutenir la vie locale, et de l'autre, il faut moderniser avec des projets comme la vidéoprotection, tout en faisant attention au budget. C'est le défi de beaucoup de villages historiques. Comment on fait pour honorer le passé sans se figer, sans bloquer l'avenir? Allez, pour notre dernière partie, on va jouer un peu les détectives de l'histoire. On va se concentrer sur un seul petit symbole qui, à lui tout seul, résume toute l'identité du Tolonais, son blason. Le voici. À première vue, ça a l'air simple. Des bandes de couleurs, un ours, mais en héraldique, chaque élément, chaque couleur a une signification bien cachée et raconte une histoire très précise. Décryptons un peu ce langage. La description officielle, c'est « d'azur à une face d'or, coupé d'or à un ours d'azur ». Bon, en clair, ça veut dire que le haut est bleu avec une bande dorée et le bas est doré avec un ours bleu. Mais ces symboles ne sont pas là au hasard, pas du tout. Ce sont les héritages des grandes familles de seigneurs qui ont marqué l'histoire du village. Le blason, c'est donc une véritable carte d'identité historique. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. L'histoire du Tolonais, elle nous rappelle que derrière la tranquillité d'un paysage ou la façade d'un vieux bâtiment se cachent souvent des récits incroyables. Et ça pousse à se demander, finalement,
Quelles sont les histoires qui se cachent dans les lieux qu'on traverse tous les jours, sans même y faire attention?